Christian et Léon, quel bonheur d'être ensemble. Toi, Christian, qui a l'habitude de te demander si on peut avoir des preuves scientifiques et des preuves matérielles d'un tas de choses, tu es la preuve vivante qu'il existe une vie après la police. Ah, non problème. Oui, ça c'est sûr, après la police, oui. Mais je ne pense pas que ce soit la question principale. La question principale. C'est pas la question principale. Mais voilà, parler de la vie après la mort, parler de la vie avant la vie, c'est aussi... on parle de la vie après la mort, mais on ne parle jamais de la vie avant la naissance. La vie avant la naissance. Oui, pourtant on rencontre le même chose symboliquement. Il y a un tunnel et la lumière au bout. Pour la naissance, pour l'accouchement, le bébé, c'est comme un tunnel avec la lumière au bout. Et on dit qu'à la mort, c'est pareil. On dit qu'il y a un tunnel et de la lumière au bout. Symboliquement, c'est déjà parlant, c'est sympa. Moi, il y a une chose qui me porte particulièrement, c'est que, enfin, je disais ça sous forme de boutade, mais on est toujours à la recherche de preuves scientifiques pour ces choses-là. Et est-ce que ça a un sens de vouloir des preuves scientifiques? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une preuve scientifique? Pour un scientifique, c'est une preuve matérielle. C'est pas autre chose qu'une preuve matérielle. Or, une fois qu'on sait, et on le sait depuis très longtemps, que tout est la conscience, est-ce que ça a un sens de vouloir des preuves matérielles pour prouver des choses qui ne sont absolument pas matérielles? Pourquoi est-ce qu'on s'obstine à vouloir des preuves matérielles? Qu'est-ce que ça veut dire? Psychologiquement, je trouve que c'est très parlant, quoi. Pour le scientifique, la preuve matérielle est nécessaire. Oui, parce qu'il fait de la physique. C'est pas de philosophie. Oui, non, mais oui, d'accord, mais le scientifique, il a besoin de preuves tangibles. Si on ne lui donne pas des preuves tangibles, pour lui, il va... Oui, mais les scientifiques aujourd'hui sont obligés de se rendre compte, même eux, même les physiciens, qu'il n'y a rien de physique, puisque tout est la conscience. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais ils ne le savent pas. Mais il reste l'étude possible des ondes. On fait des progrès là-dessus. L'onde, elle n'est pas matérielle, mais on arrive à la voir, à la percevoir, à la mesurer. Donc peut-être qu'un jour, on arrivera à mesurer des ondes émises par la conscience. On peut ramener les choses au niveau de l'onde. C'est vraiment délicat. Mais à partir du moment que ce soit, si c'est mesurable, c'est que c'est dans la conscience et que ça ne dit rien de la conscience. Ça fait partie des domaines matériels, les vibrations. Oui. Oui, c'est vrai. À partir du moment où c'est mesurable. Mais quand on est plusieurs à chercher des preuves scientifiques, c'est pas pour se convaincre soi-même. Moi, personnellement, ça fait des années que je suis convaincu de ce à quoi je crois. C'est pour convaincre les autres. Et notamment, justement, les scientifiques. Mais oui. Pour les amener à s'intéresser à ces choses-là. Il faut déjà croire soi-même. Il faut déjà croire soi-même, oui. Parce que si on enseigne n'importe quoi. On ne trouve que si on y croit. Si voilà, il faut chercher. On ne croit pas quelque chose, on ne peut pas le trouver. On ne cherche pas. Voilà, on ne cherche pas et on n'a aucune chance de le trouver. Et c'est ce que je leur reproche, moi, aux scientifiques, souvent, c'est que ils se sont souvent trompés. Quand on regarde l'histoire des sciences, ils ont fait des erreurs, mais monumentales. Hein. Je veux dire, si tu remontes très, très loin, le tonnerre, c'était un dieu. Je veux dire, après la science sait expliquer maintenant l'orage, le tonnerre. Mais ils ont fait de grosses erreurs. Moi, je me rappelle Edison, qui a écrit que le courant alternatif était dangereux et inutile, et qu'il ne servirait à rien. Oui. Ou le président c'est fou, de l'Académie des sciences qui disait de toute façon ce qui est plus lourd que l'air ne pourra jamais voler. Voilà. Il n'a jamais vu un bourdon ou une feuille d'arbre voler. C'est pas grave. Donc la science se trompe souvent. Mais bah oui, voilà. Elle se trompe foncièrement. Et elle ne veut pas l'admettre. Mais elle se trompe foncièrement à partir du moment où elle cherche des preuves matérielles, puisque tout ce qui est matériel est forcément une erreur. Si c'est matériel, c'est une erreur, puisque rien n'est matériel. C'est la sensation. Elle ne peut que se tromper. Ouais, mais... la sensation est matérielle, mais la réalité n'est pas. Oui. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que c'est complexe. C'est déjà complexe pour eux. Entre eux. Alors, je veux dire, si on arrive en tant que spiritualiste, je sais pas comment on dit, dans leur tableau, ça fait tâche, quoi. Parce que déjà, ils sont pas d'accord entre eux. Oui.
Enfin, ils sont quand même obligés petit à petit de se rendre compte que la matière, c'est dans la conscience et pas à l'extérieur de la conscience. Oui, mais on a du mal à expliquer ça aux gens. Ah oui. Parce que dire à quelqu'un que ça, c'est une illusion, c'est difficile pour les gens de le croire. Oui, mais bon, à On partir... leur apprend autre chose, ils ne peuvent pas vous écouter parce qu'on leur apprend autre chose. Ils sont sûrs que la science est dans le vrai. C'est pas vrai, la science est complètement à côté du problème. Mais seulement, voilà, il faut le prouver, ça. C'est Oui. pas facile. Mais c'est pas si difficile que ça de se dire que ceci n'est pas matériel. C'est même très facile. Il suffit de remarquer que j'ai conscience de cette chose. À partir du moment où j'ai conscience de cette chose, c'est que cette chose est dans ma conscience et qu'elle n'est pas à l'extérieur de ma conscience. Si elle était à l'extérieur de ma conscience, ça voudrait dire que l'objet s'arrête quelque part, ma conscience s'arrête quelque part, et pour une raison magique, on se demande bien comment, ma conscience qui s'arrête ici pourrait avoir conscience d'un objet qui se trouve à l'extérieur d'elle-même. Or, si j'ai conscience de cela, c'est que c'est une partie de ma conscience. Ça ne peut pas être à l'extérieur. Et ça, tout le monde est capable de le comprendre. Oui, mais le message... Sauf évidemment de quelqu'un qui est payé pour ne pas le comprendre. Voilà. Mais le message n'est pas facile à faire passer. Non. Le message n'est pas facile. Parce que ça veut dire illusion, et à partir du moment où on dit illusion, ça veut dire solitude. Si tout l'univers est dans ma conscience, je perds pied parce que je me dis, mais alors, rien n'existe, je suis tout seul. Alors que c'est pas non plus ça le problème, en réalité. L'être est seul, mais pas moi. Et toute la difficulté vient de là. Arriver à distinguer moi et la conscience. Parce que moi est un objet aussi dans ma conscience au même titre que ça. Oui. On a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. On s'imagine que ce que l'on voit, c'est du réel. Et c'est là justement où la conscience apporte quelque chose, c'est que ce n'est pas du réel et il faut y réfléchir. Pourquoi c'est pas du réel? Parce que ce sont des vibrations. Des vibrations de quoi? Des vibrations magnétiques, qui ne sont pas de la matière, qui sont des vibrations subtiles. Alors, ça dépend comment on explique les choses. La science, elle explique de cette façon. On dit, voilà, ça c'est de la matière, et c'est de la matière. Mais non, une fois qu'on a réfléchi à la question, c'est pas de la matière, c'est autre chose. C'est de l'inconscience qui ressent quelque chose, qui ressent des vibrations. C'est pas tout pareil. C'est pas de la matière, c'est quelque chose de plus subtil. Il faut expliquer ça. Bien sûr, c'est difficile. Les anciens, Platon, etc., ont beaucoup réfléchi, j'ai l'impression, plus que nous aujourd'hui sur ces choses-là. Alors qu'ils n'avaient pas la science que nous avons aujourd'hui. C'est grâce à ça. Hein, c'est pour ça qu'ils étaient plus libres. Mais oui, parce que, tu disais, la science se trompe souvent. Une des plus grosses erreurs, c'est la croyance dans le hasard. Et la croyance de le hasard est née il y a 300 ans. Avant, personne n'aurait jamais osé parler de hasard, ça paraissait une absurdité. C'est une absurdité. Mais aujourd'hui, depuis 300 ans, on croit au hasard. Et c'est le hasard qui justifie la croyance en la matière. C'est quand même extraordinaire. Et c'est ce qu'on reproche aux scientifiques depuis 2 siècles, au minimum, c'est qu'ils n'étudient que la matière. Ils ont mis de côté tout de suite ce qui était émotion, sentiment, observation, c'est que ce que je peux toucher, ce que je peux mesurer. Donc en fin de compte, ils étudient un faible pourcentage de l'univers. C'est l'intérêt. C'est l'intérêt. S'il y avait autre chose que de l'intérêt, ça marcherait. Mais il y a de l'intérêt, il faut que ça soit de la matière. Sinon, on est perdu. C'est plus de la matière. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas de la matière. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, nous? C'est ça. La physique. Le savant a besoin de quelque chose de palpable. Si c'est pas palpable, c'est fini, il est perdu. L'esprit n'est pas palpable. Il faut le placer quelque part. Il est celui qui palpe. C'est lui qui palpe. Mais c'est ça. Et c'est un problème. Moi, je trouve ça invraisemblable que l'on continue à étudier la matière et à vouloir étudier la matière une fois qu'on sait que ce n'est pas de la matière et qu'il n'y a pas de matière. Et le hasard, c'est quand même extraordinaire. Ce n'est pas invraisemblable. Non, c'est pas vraisemblable, mais ça montre que c'est un problème psychologique. Oui, la physique est un problème psychologique. Oui, ce n'est pas une science. Moi, je ne sais pas fonder le monde tel que nous le voyons sur une explosion initiale. Moi, je ne suis pas physicien. Je veux dire, le Big Bang, je ne peux pas y croire.
Le Big Bang, avec son résultat, le hasard, oui. je peux pas y croire. Parce que dès qu'on regarde la nature, c'est trop bien fait, c'est trop magnifique, c'est trop bien ordonné pour qu'il n'y ait pas une intelligence là-dedans, une volonté, une conscience. Voilà. Il suffit d'observer la nature. Big Bang de néant, qui devient la matière physique. Oui, oui. Alors ça, c'est le comble. Parce qu'on prend du néant et on fait de la matière physique avec. Ben, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Parce que tout le monde y croit. J'ai rencontré des savants qui disent « Mais si c'est comme ça va !» On prend du néant puis on fait de la matière physique avec. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait de l'espace-temps. C'est pas on fait de l'espace-temps, mais même, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pareil. C'est dire que l'espace et le temps naît à un moment, ça n'a pas de sens. C'est dans l'instant présent que se pose le problème de l'univers. C'est pas il y a 15 milliards d'années. On s'en fout de ce qu'il y avait il y a 15 milliards d'années. C'est maintenant, dans le présent, il y a une conscience d'univers et c'est une conscience. Donc dans le présent, s'il y a conscience d'univers dans le présent, c'est que la cause de l'univers est dans le présent. Elle n'est pas il y a 15 milliards d'années. Qu'est-ce qui aurait fait qu'elle se prolongerait et qu'à chaque instant, il y aurait la même cause, le même processus qui recréerait l'univers à chaque instant? Et ce serait le hasard. Par hasard, ça reproduirait toujours la même chose. Non, ça marche pas. Moi, j'ai constaté, on ne tient pas le même discours en spiritualité et en science. Ils viennent pas vers nous. Moi, j'ai essayé d'aller vers eux. C'est difficile. Absolument. Parce qu'ils veulent des équations mathématiques. Pour se rassurer. Ils veulent des choses palpables, même au niveau de l'écriture, etc. Et ben, on arrive quand même à leur prouver qu'effectivement, il y a des constantes mathématiques qui apparaissent dans la nature, etc. Et donc, d'où elles viennent, qui les a mis là? Sur le nombre d'or, ils connaissent une constante mathématique. On la trouve partout. Partout. Dans la fleur de tournesol, dans une coquille d'escargot, dans l'ordonnancement des feuilles sur la tige d'un arbre, partout. Mais ils parlent toujours de hasard. Oui. Et encore, ils nous diront toujours, ah oui, mais il existe d'autres univers, selon les probabilités, qui eux ne sont pas régis par le nombre d'or. Et nous, forcément, puisque nous sommes conscients et que nous sommes vivants, c'est que nous avons la chance d'être tombés sur l'univers qui fonctionne sur le nombre d'or. Ouais. N'est-ce pas? C'est vraiment extraordinaire de pouvoir penser une chose pareille, parce que ça voudrait, encore qu'on puisse se dire, une fois un univers apparaît fondé sur des constantes, comme ça, pourquoi pas? Et pourquoi encore maintenant? Et pourquoi encore maintenant? Et pourquoi encore maintenant? Et pourquoi encore maintenant? Qu'est-ce qui fait la durée? Comment le hasard peut-il justifier du fait que l'univers dure? C'est impossible à justifier. Impossible. J'ai vu une chose curieuse quand même. Une chose curieuse. On parle de la vie, mais la vie, c'est le présent. Je veux vous surprendre en vous disant ceci. Ce qui vient de passer n'existe pas. Ce qui va venir tout à l'heure, à l'instant, n'existe pas non plus. Ce qui existe, c'est le présent seul. Ça, c'est unique. Parce que la vie, c'est un fil qui n'a pas de volume, qui n'a pas de surface. Simplement, nous sommes intermédiaires entre le passé qui n'est pas et le futur qui n'est pas. Et le présent n'est pas non plus, puisqu'il est nul. Il n'a pas de durée. Donc le néant, ça a toujours été le néant et ce sera toujours le néant. Donc la question n'est d'ailleurs pas de faire sortir l'univers du néant, c'est d'expliquer pourquoi le néant est une apparence d'univers, est une sensation d'univers. C'est ça qu'on explique depuis 1985 d'ailleurs. Et le mot présent, il a un anagramme, c'est serpent. Le serpent, chez les anciens, il était sans arrêt utilisé. Pourquoi? Parce que c'est une onde. Une sinusoïde. Donc on revient encore aux ondes, aux vibrations, etc. Et les anciens disaient qu'il faut suivre la voie du milieu. Donc une onde, elle a des crêtes hautes et basses. Et la voie du milieu, elle s'explique sur une onde, sur une sinusoïde. Éviter les excès. Donc il y a un côté symbolique, le mal et le bien, tu vas éviter les excès. Mais bon, c'est marrant, on retrouve dans leurs mots, dans les mots des anciens, on retrouve des explications que les scientifiques d'aujourd'hui peuvent récupérer, mais avec d'autres mots. C'est étonnant quand même. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est très, très intéressant, qu'on est capable de percevoir les ondes qui sont plus lentes que nous, et qu'on n'est pas capable de percevoir les ondes qui sont plus rapides que nous. Ouais.
ça c'est très très important, ça veut dire qu'on ne perçoit que du passé en fait. Le fait de percevoir est présent, le fait d'avoir conscience est présent, ce présent est nul, mais ce présent, il a une forme qui n'a pas de durée en réalité, et qui est toujours la partie passée de ce qu'on a déjà intégré. Et de cela découle immédiatement, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de preuve matérielle, il n'y a pas autre chose, de se dire que tout le reste, ce qu'on appelle l'au-delà, c'est le futur. L'au-delà, c'est le futur. Et c'est pour ça qu'il nous guide. Et c'est pour ça que tes guides te disent ce qui va se passer, ce que tu dois faire, ce qui est bon pour toi, etc. Parce que c'est toi, plus tard, dans les vibrations donc, que tu n'es pas encore en état de percevoir, oui. Parce que c'est pas encore du passé. Et voilà. C'est vrai que ça m'a surpris plusieurs fois d'avoir un renseignement qui concerne, que j'ai pu vérifier, qui concerne ma vie plus tard. Ça m'a souvent surpris. J'ai posé la question et j'ai eu comme réponse ça, effectivement. Je te perçois tel que tu es, tel que tu étais, tel que tu seras. Et lui, il dit que pour lui, c'est un présent. Mais il me perçoit au passé, au futur, au présent. Et bien sûr, lui, il peut. Il a, je ne sais pas comment on explique ça, une hauteur de vue. Là où il est, il voit une partie qui est ton futur, et puis il voit l'autre partie qui est ton passé. Toi, tu ne vois que la partie qui est ton passé, c'est tout. J'ai un exemple que j'ai mis dans un de mes livres, parce que ça m'a surpris quand même. En 1993, alors que je travaillais, je veux dire, mon souci, c'était mon travail. J'étais dans la police, etc. Et j'ai reçu un message me disant, prépare-toi, tu vas écrire des livres, tu vas faire des conférences, tu vas parler à la radio, etc. Quand j'ai reçu ce message-là, j'ai rigolé. Tout ça, ça s'est produit 20 ans après. Et pratiquement tout la même année. Hein. Je veux dire, les livres, la radio, les conférences et tout. Et là, je me suis dit, et non, il faut être patient, mais eux, ils ont une vue plus lointaine, quoi. Mais oui, d'où l'absurdité de dont on parlait au début, d'où l'absurdité de vouloir des preuves matérielles de l'au-delà, puisque le matériel n'est que le passé, et que l'au-delà, c'est le futur. Ouais, mais là, je m'en veux, parce que c'est moi qui ai demandé à avoir, avoir une preuve scientifique. J'ai pas demandé matériel, j'ai une preuve scientifique. Mais le but, c'était de convaincre tous ces gens qui regardent, enfin, je veux dire, qui regardent avec des œillères. Il suffit souvent de regarder plus largement pour voir beaucoup plus de choses, quoi. Pour un scientifique, une preuve scientifique sera toujours matérielle. Ouais. Moi, quand je parle de preuves scientifiques que j'ai demandées, on n'est pas tout à fait dans la matière, on y est à moitié. Ce que j'ai demandé, c'est qu'on puisse obtenir des messages sonores et visuels. Oui. Et il y en a déjà qui en ont. Je suis allé avec mon épouse chez un spécialiste allemand. Je suis allé chez lui. On est en demi-cercle chez lui. Il a fait des appareils. Il est physicien au départ. Il a monté des appareils qui utilisent des infrarouges, des ultraviolets. Il les lance. Ça marche, ça enregistre. Et d'un seul coup, on entend des voix claires qui nous parlent comme si la personne était dans la pièce et qui dit bonjour, nous vous recevons, etc. Nous sommes contents d'être parmi vous. On reçoit des messages de l'au-delà, de l'invisible, en clair. On ne voit rien, on entend, on enregistre. Ça, je l'ai vécu. Et j'ai eu la belle surprise en plus de recevoir un message de mon guide, qui s'appelle Gilles. Et parmi les messages qu'on a reçus, on a eu d'un seul coup, Gilles, salut Christian, nos rapports sont de plus en plus étroits. Je veux dire, j'avais jamais rien eu de Gilles en audio, moi. Et je peux vous dire que j'étais sur les fesses et que ça m'a reboosté, hein, ça m'a redonné confiance. Donc moi, c'est ça l'épreuve que j'attends, c'est-à-dire qu'on puisse avoir non pas une fois de temps en temps des voix, mais des voix régulièrement, et en plus des images. Et ce physicien allemand qu'on est allé voir, il travaille sur la réception d'images, en plus du son. Lui, il veut les avoir en 3D, comme on voit dans les films de science-fiction, au milieu. Et ce type-là, il est merveilleux. Mais lui, pareil, il est renié par la science. Tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, on lui a dit que c'était un faussaire, un magicien. Normal. Voilà. Ils ne peuvent pas admettre Mais moi, j'ai vu ces appareils, je les ai photographiés, je les ai vus marcher, et je ne suis pas le seul. Hein. Oui. Ils trouveront toujours des patates comme ça.
Comme ils trouveront toujours le moyen de dire que quelqu'un qui fait une NDE, bon, bah, c'est du subjectif, donc c'est pas un objectif, rêve, donc, ouais. etc. Alors que si tout est la conscience, tout est subjectif. Il n'y a pas à chercher de l'objectif. Non, c'est vrai. Où il est l'objectif? C'est de l'esprit. C'est-à-dire, d'où sortira-t-il? Mais Parce que qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Qu'est-ce qu'il pourrait dire que c'est un objet par rapport au sujet? Tout est le sujet. Ah, mais tout Comme dit Vivekananda, tout veut tout sortir est un le objet. sujet. Parce qu'il faut partir de rien, du néant. Oui, oui. En sûr. plus, sortir un objet. Bon. Alors, il y a des objets. Et si nous disons, ils sortent du néant. Mais attention, il faut savoir comment. Parce qu'il faut savoir que nous voyons des vibrations et non pas la. C'est important ça. Nous voyons des vibrations, mais nous ne voyons pas véritablement l'objet. Non, c'est Nous vrai. voyons des fréquences. Des fréquences. Ça, c'est fantastique. Et nous avons un univers autour de nous, avec des murs, des arbres, des soleils, des choses. Et ce ne sont que des fréquences vibratoires. C'est fantastique. Mais c'est divin. C'est divin, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas divin. Il n'y a pas d'histoire. Qu'on soit croyant ou non, il y a une divinité dans la chose. Ouais. Mais oui, Enfin, qu'est-ce que il n'y a que ça. il faut s'y faire. Donc, Il faut s'y faire, il faut accepter. Oui. Tel que c'est. tout ça, c'est toujours le conflit psychologique entre accepter l'illusion, accepter que tout est illusion. Parce que toujours, tous les sages de l'humanité l'ont toujours dit depuis la nuit des temps. Oui. Tout est illusion, simplement, ça veut dire que tout est dans l'esprit. Il ne s'agit pas de dire que c'est moins valable ou que quoi que ce soit. Tout est dans l'esprit, tout est l'esprit, donc tout est évidemment illusion. Alors là, c'est la panique, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter Et en psychologiquement. plus, lui donner une valeur pour qu'elle soit perceptible par les autres. Il faut que tout le monde comprenne ça. C'est-à-dire, toi, tu donnes une idée avec des comment dirais-je, tout est illusion, c'est vrai que tout est illusion, mais enfin, il faut l'expliquer quand même. Et oui, mais c'est logique que ça fasse peur, toujours parce que ça confronte à la solitude. Mais l'illusion, c'est la chose la plus merveilleuse du monde. Si on peut discuter en ce moment, c'est parce que c'est de l'illusion. Si ce n'était pas de l'illusion, ça voudrait dire que nous sommes des réalités objectives et réelles, et par conséquent, il n'y aurait aucune possibilité de communication entre nous. Il n'y aurait aucune raison que aucun mot que dit Christian n'ait du sens pour moi, puisque je serais une entité complètement séparée de lui, et on ne pourrait pas s'aimer, et on ne pourrait même pas avoir conscience l'un de l'autre, puisque pour avoir conscience l'un de l'autre, il faut être dans la conscience, et non pas des consciences séparées. Donc l'illusion, c'est ça qui est beau. Et c'est ça, avec ça qu'il faut se réconcilier. Et puis, voir un objet à distance, c'est encore pareil, ça. Il y a un objet à distance. Comment est-ce qu'on peut voir un objet à distance? On ne peut pas. Par des fréquences vibratoires. Rien d'autre. Rien d'autre. Alors, quand on a expliqué ça, on a changé d'optique. L'optique de la science a changé de... Oui, mais ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire qu'il n'y a pas de distance. Le fait que ce soit par vibration que tu le perçois veut dire simplement qu'il n'y a pas de distance. Il n'y a jamais eu de distance entre toi et l'objet, puisque cela est dans la conscience. Il ne peut pas y avoir de distance. Nous ne pouvons pas être séparés par de la distance. C'est l'illusion, la Et distance. si on revient au cerveau, qui est le pilote, soi-disant, pour les matérialistes, Oui. le cerveau ne perçoit en réalité que des vibrations sonores et visuelles, transmises par les yeux et les oreilles. Et le cerveau, c'est justement le seul organe qui est complètement enfermé dans une boîte étanche et il ne perçoit rien du tout de ce qui nous entoure. Et c'est lui qui nous explique comment c'est. Il est fort quand même. Ah oui, oui. En fin de compte, il fait que traduire des vibrations. Il ne comprend même pas les vibrations. Les vibrations, enfin les ondes électromagnétiques envoyées par les oreilles et par les yeux, le cerveau ne les comprend pas. Il a besoin d'abord qu'elles soient traduites en impulsions électriques. C'est là qu'il comprend. Moralité, il est aussi abruti qu'un microprocesseur. Il est binaire, il comprend le 0 et le 1, le oui et le non. C'est ça, en fin de compte, un cerveau. C'est comme le microprocesseur. Des gens pensent que l'ordinateur est très intelligent. Non, il suffit de couper le courant. Et l'ordinateur, il n'est plus rien. Si je coupe l'énergie, déjà. Donc on devrait se poser la question d'où vient l'énergie pour le cerveau aussi.
C'est quoi qui maintient encore à 37 degrés? D'où ça vient? Qu'il fasse moins 20 dehors ou plus 10. Hein. Je veux dire, on a l'impression que nos scientifiques, il y a des questions, ils ne se les posent pas. Ou alors parce qu'ils n'ont pas les réponses, ils préfèrent pas se les poser. Mais ils ne savent même pas pourquoi la Terre tourne. Et ils évitent de se poser la question aussi. Hein. Ouais. Les choses les plus évidentes, la vie, la pensée, tout ça. L'amitié, l'amour. L'amitié, l'amour. Ils n'ont jamais su les mettre en équation. Hein. Toutes les choses les plus importantes, évidemment, c'est les Alors choses j'ai essayé, moi, de qu'on discuter avec des mathématiciens, j'ai abandonné. Parce que même quand tu leur montres des rapports avec le nombre d'or, la constante pi, etc., ils viennent toujours te dire, ça c'est la réponse à tout, non, tu as une approximation de pi, mais tu n'as pas pi. Toi, tu l'as jamais non plus. Quand au Moyen-Âge, ils faisaient une tour ronde, attends, elle faisait 3 mètres 14 ou 3 mètres 145. J'ai dit, mais elle était ronde quand même, et ça suffisait, ça marchait pour écarter les boulets. Hein. J'ai dit, mais dans notre imperfection, là, personne n'a pi avec toutes ces décimales. Donc les plus rêveurs, en fin de compte, c'est les mathématiciens. Hein. Ils sont dans un monde irréel. Et c'est le mental. C'est Oui, purement mental, les mathématiques, donc il ne faut rien à sortir au niveau de la connaissance. La connaissance n'est pas mentale. C'est le débat sur l'intuition, d'ailleurs. Ouais. Nous vivons dans un drôle de contexte. Peut-être on a tort de se poser des questions. Peut-être qu'on devrait juste profiter de la vie. Non, c'est bien de se poser des questions et de trouver des réponses. Parce que ça pose des questions, c'est bien, mais il faut aussi trouver des mots pour l'expliquer. Se poser des questions sans rien, c'est dommage. Hein, mais bon, tout à l'heure tu disais aussi, j'espère ne plus avoir éternellement besoin de me réincarner, mais c'est ça, on est dans un... On se met dans un contexte qui nie toutes les évidences, toutes les choses les plus essentielles, pour se poser des questions et pour y répondre. Une fois qu'on y a suffisamment répondu, on n'a plus besoin de se remettre dans ce contexte illusoire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On l'espère, mais bon, on n'aura pas toutes les réponses. Hein. Mais c'est agréable, moi c'est passionnant. Voilà, puisqu'il n'y a qu'une conscience. Qui aura les réponses sinon la conscience? Voilà, c'est passionnant quand même. C'est quand même amusant de vivre ces choses-là. Même quand on ne les comprend pas, les vivre, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Hein? Croire, même croire des choses qui sont fausses, ça n'a pas d'importance, mais les vivre, avoir quelque chose pour remplir son esprit. C'est déjà quelque chose de fantastique, ça. Oui, mais c'est pas le remplissage qui rend heureux. Remplir n'importe quoi aussi. C'est le sens. Les scientifiques, ils disent un petit peu n'importe quoi, mais ça réussit avec eux. Ils disent des choses qui sont fausses et qui arrivent à... Ça, c'est du remplissage. Là, c'est vraiment... C'est de remplir le vide. Mais la question n'est pas de... Le problème de l'homme n'est pas de remplir ce vide. C'est pas ça qui le satisfait. Il passe son temps à essayer de remplir ce vide, essayer de posséder, de s'occuper, de s'illusionner, etc. Non, ce qui rend heureux, c'est le sens. Et le sens ne vient que lorsqu'on perçoit un peu d'où on vient et où on va. C'est parce qu'on sait d'où on vient et où on va qu'alors le sens est évident. Ouais. Et que, tu dis d'ailleurs parfois, la vie est merveilleuse à condition de la comprendre. Et si on est là, c'est pour la comprendre. C'est pas pour se dire, on ne la comprendra jamais. Qui la comprendra, puisqu'il n'y a que la conscience et que nous sommes la conscience? Où sont les réponses si elles ne sont pas en nous? Donc si elles sont en nous, on les cherche. Si on croit, si on sait qu'elles sont en nous, alors on les trouve. Si on croit qu'elles ne sont pas en nous, on ne les trouvera jamais. Il n'y a pas de souci. C'est ce que disent les guides partout. Hein. Tous les gens qui reçoivent des messages que je connais, ils disent toujours, ne me demande pas, cherche en toi. Ils disent, c'est à l'intérieur de toi. Bon, après, il ne faut pas faire une autopsie pour aller chercher à l'intérieur de soi. Parce que là, c'est on reste dans la matière, là. Mais bon, il ne faut pas le prendre au premier degré non plus. Quoi. Oui. Et moi, ce que j'aime, c'est que ces réponses permettent d'être certain que tout est illusion. Et non pas de se dire peut-être tout est illusion. Non, certain que tout est effectivement illusion. Et que
C'est ça qui est beau, c'est ça qui est important. C'est ça qui nous permet de vivre, c'est l'illusion. C'est ça qui nous permet de s'aimer, c'est parce que nous sommes des égaux apparemment séparés par de l'espace, mais en réalité unis par notre conscience qui est la même chez chacun, puisque, comme tu le disais aussi, il n'y a qu'une seule source, une source unique, ce que tu appelles le divin, c'est une source, il n'y en a qu'une, et c'est ce qui relie. Autrement dit, ce qui nous est le plus intime est ce que nous avons tous en commun. Il n'y a pas plusieurs consciences, il n'y a pas plusieurs sources d'amour, il y en a une, c'est soi, et parce qu'il n'y en a qu'une et que nous sommes tous cela, alors nous pouvons communiquer entre les différentes parties de nous-mêmes. Tout ça, c'est des parties de nous-mêmes. Et d'où la relativité. Ce sera impossible autrement. Ce sera impossible autrement. On ne pourra pas avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans la conscience. C'est impossible. Mais ça... Il fallait bien comprendre ça, une fois qu'on a compris. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est simple. C'est parce que c'est simple que c'est difficile. Parce qu'on admet notre milieu. On admet le milieu, c'est différent. On admet ce que l'on voit, la distance, tout ça. Finalement, tout ça s'est groupé dans un... C'est intéressant à savoir, c'est intéressant à comprendre. Bah, en géométrie, c'est pareil, c'est le cercle. Je veux dire, chacun est un point sur la surface du cercle et nul ne sait où est le début, nul ne sait où est la fin. Je veux dire, ça tourne. Il n'y a pas. Ça tourne. Finalement, quand on disparaît, alors, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui disparaît? C'est le corps qui disparaît. Oui, quand nous disparaissons. Je parle pas de notre esprit, mais que nous pardon. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de spécial. Bah, ça continue. Ça continue. T'es toujours là, t'es toujours ici et maintenant dans l'instant présent. Ça continue et certains sont très surpris. Parce qu'il y en a qui pensent que ça ne continue pas, donc ils sont surpris. Il ne faut pas s'effrayer ces choses-là. C'est logique, il faut les accepter telles qu'elles sont. Il faut les admettre. Quand on regarde un papillon, on n'a pas envie de pleurer la chenille. Hein? Très juste, c'est très très beau ça. C'est vrai, c'est quand même plus joli, puis ça vole. Moi, je me contenterai de cette belle phrase pour finir notre agréable conversation. Merci. Merci, Franck. Merci. Je peux le dire comme ça, que comme ça. Par ça ne marche pas. La science, non, ça ne pas. Je suis interdit de brevet parce qu'ils n'admettent pas cette chose-là. Tant pis, je lui face. Depuis 1955, vraiment, je me suis arrêté. Tu sais, c'est très loin. Ça marcherait quand même, mais dans l'espace. Pas sur la pas ici. Ici, il faut la mécanique ici, pour les gauches. Mais dans l'espace,